nous avons créé un programme pour accélérer la carrière dans la tech. Donc, on s'adresse aujourd'hui à toutes les personnes qui veulent décrocher leur premier job, changer de job, réussir leur prise de poste ou évoluer en interne. Donc, sur tous ces parcours, pour aider les personnes, autant pour trouver leur emploi, leur mission freelance ou changer. Donc, concrètement, pour cette partie développeur Salesforce, on intervient, il y a 4 personnes, il y a encore un coach qui a rejoint notre équipe aujourd'hui, coach carrière. Donc, comment concrètement on travaille? Il y a sur la partie technique, c'est développeur Salesforce qui intervient, en l'occurrence Fabrice. Il y a Lola qui travaille plus sur la partie CV, lettres de motivation, la présentation de CV, s'il y a des fautes d'orthographe et toute cette partie. Moi, je travaille plus sur la conception de parcours de carrière. Donc, en fonction de background de chacun, j'analyse quels sont je fais un petit peu l'état des lieux à l'aide de coach carrière et coach technique. Et ensuite, on conçoit les parcours personnalisés pour accompagner la personne justement pour trouver un job ou démarrer une mission freelance ou s'il a envie de changer de job. Voilà. Donc, si vous êtes aujourd'hui, c'est forcément que soit vous avez déjà réalisé une formation de développeur Salesforce, soit vous pensez devenir développeur Salesforce, ou bien si vous êtes peut-être en cours de formation de développeur Salesforce, si vous avez forcément des questions, parce que souvent on rencontre les mêmes problématiques. Donc, vous avez peut-être des difficultés pour décrocher votre premier job, ou peut-être que vous n'avez pas encore commencé à chercher, mais vous envisagez qu'il y aura forcément ce type de problématique, ou vous avez des doutes et vous ne savez pas exactement par quoi commencer ce parcours développeur Salesforce, ou même vous ne savez pas si c'est pour vous. Donc aujourd'hui, en fait, on aura les points suivants. On va parler des points suivants. Donc, quelle est la situation sur le marché en France et à l'international? Quels sont les salaires et les possibilités d'évolution? Comment décrocher le premier job et les points qui peuvent vous bloquer? Et comprendre le métier de développeur Salesforce et prendre conscience de ce que la connaissance de développement peut apporter à votre métier. Donc, je vais revenir sur cette fameuse map, l'économie Salesforce. Selon les prédictions donc l'économie Salesforce, le nombre d'emplois, donc on peut voir aux États-Unis c'est plus de 400 000 jobs, en France on parle de 37 000 jobs, en UK c'est 114 000 jobs. Donc vous allez revoir après la présentation, je vais vous envoyer s'il va falloir que vous regardiez à nouveau qu'est-ce que ça représente exactement l'économie Salesforce. Ah, c'est un petit peu sauté mon slide. Et concrètement, aujourd'hui, les gens se posent des questions, mais quel est l'impact du Covid sur le marché Salesforce? Et on a discuté justement hier avec Fabrice, il a confirmé, il disait qu'il y a vraiment la prise de conscience de la digitalisation et une nécessité absolue en fait de digitalisation, que c'est une nécessité aujourd'hui. Il y a aussi l'augmentation d'offres d'emploi en télétravail. Alors, forcément, pas énormément peut-être en France où on accepte vraiment le full remote, mais en dehors de la France, tout ce qui est UK, États-Unis, il y a beaucoup d'offres en télétravail et très particulièrement pour le développeur. Alors, pour le développeur aussi, il n'aura quasiment pas d'impact sur les embauches de développeurs Salesforce. Moi, j'avais les contrats de recrutement avec des entreprises au début de l'année et beaucoup étaient gelés de ces contrats, mais ce n'était pas développeur Salesforce. Par contre, tout au long de l'année, j'avais toujours eu de demandes de Salesforce, des développeurs Salesforce, et très particulièrement quand on avait vraiment le premier confinement, même s'il y avait des embauches qui étaient arrêtées, les besoins spécifiques justement sur le dev, il n'y avait vraiment pas d'impact sur. Je parle ici de besoins spécifiques parce que il y a le freelance sur les contrats longs quand il y a 3 mois, 6 mois ou contrat CDI, mais il y a aussi des petites missions en dev qui existent sur le marché, donc il n'y avait pas d'impact non plus ni trop d'impact sur le CDI, ni trop d'impact sur freelance, longue mission ou des petites interventions sur les besoins spécifiques. Je ne sais pas si Fabrice, tu veux ajouter quelque chose sur cette partie d'impact du Covid? Donc le marché Salesforce est un peu tendu début mars, mais il commence à repartir doucement depuis 2-3 mois.
On voit beaucoup d'offres paraître, mais essentiellement orientées plutôt dev ou business analyst. Autant dire que des postes admin, en reparlant un peu après, on commence doucement à disparaître au profit de profils un peu plus spécialisés. Ensuite, les offres sont autant ouvertes à des profils français qu'étrangers, donc on trouve de plus en plus d'offres pour des postes en expat, ou plutôt des postes internationaux, mais que vous pouvez faire à distance. Et on voit doucement apparaître des sociétés françaises qui commencent à chercher des profils à l'étranger parce qu'on s'aperçoit que le marché des devs est vraiment, vraiment tendu et qu'au final, on est prêt à prendre des consultants qui sont étrangers. Ok. Là, je vais m'arrêter sur cette slide parce que beaucoup de gens se posent la question quels sont les salaires. Alors, en fait, ces chiffres, je les ai pris, ils sont disponibles sur Internet, que 72% de la demande Salesforce, ce sont les développeurs. Ça, ce sont des chiffres que j'ai trouvés chez Salesforce Ben. Le blog assez connu, où il parle justement que sur l'année 2020, donc ça c'est les chiffres de l'année 2020, et sur les salaires, ce sont les chiffres de Mason Frank, donc l'agence de recrutement spécialisée Salesforce pour le développeur. Donc l'évolution, c'est d'abord on commence par en tant que junior développeur avec un salaire, pardon, je reviens en arrière, avec un salaire que je ne vois pas, entre 41 et 55 000. Ensuite, on passe au confirmé avec une augmentation donc entre 60 et 68 000. Donc ça, c'est les salaires, pas uniquement français, mais c'est européenne. Donc ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. En fait, ça dépend aussi de background de la personne, de ses compétences. Donc c'est pas uniquement si vous avez fait la formation, je sais pas, un an sur Salesforce et tout de suite ça devient ce salaire parce qu'il y a plein d'autres critères quand même qui rentrent en compte quand on parle du salaire. Et ensuite, après confirmé, il y a deux possibilités possibles. Soit on devient senior, donc développeur senior, soit on se dirige vers la gestion de projet, justement avec un vernis dev. Alors du coup, on n'est pas obligé de suivre forcément ce chemin. Comme a dit hier Fabrice, la personne, elle peut très bien être d'abord, elle était par exemple chef de projet et ça lui manque un petit peu des compétences techniques justement pour être plus proche des équipes et donc elle n'est pas obligée de passer un petit peu par toutes ces étapes. Peut-être elle a déjà un poste de chef de projet, mais elle va se rajouter un petit peu dans sa boîte d'outils et compétences de dev. Et je te laisse Fabrice de parler de poste d'architecte parce que moi j'en connais pas grand-chose, donc ça va être plus à toi. Le poste d'architecte, c'est le poste qui est le plus méconnu par les consultants. Beaucoup en entendent parler, beaucoup d'entre nous rêvent de le devenir, mais en fait, personne n'a vraiment conscience de ce qu'il y a derrière. Donc, si je reprends rapidement la pyramide, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a les seniors, les team leads. Donc, les seniors, c'est plutôt des consultants dev généralement qui vont se spécialiser dans le dev parce qu'ils adorent ça, comme moi. Ensuite, les team leads, c'est vraiment les chefs de projet. Ensuite, on pourrait voir dans les seniors, vous allez voir les business analysts seniors éventuellement. Et ensuite, le poste d'architecte, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un poste qui est pyramidal, donc on est développeur senior et après on va postuler en architecte. C'est plutôt un poste transverse et en fait, paradoxalement, il s'adresse plus à des profils admin qu'à des profils dev. J'ai pas les proportions en tête, mais je crois que c'est pas loin de 70% des personnes qui sont CTA aujourd'hui sont plutôt des profils admin, parce que pour eux, c'est plus facile de passer la certification architecte que pour un dev. En fait, un architecte, on lui demandait de bien comprendre fonctionnellement comment fonctionne la plateforme Salesforce, bien comprendre son architecture, son modèle, ce genre de choses. Et on n'attend pas forcément de lui d'avoir des grosses compétences en dev, en fait. Donc c'est pour ça que c'est un poste qui va être très orienté admin à la base, ou business analyst, et sur lesquels les devs ont beaucoup plus de mal sur ce type de poste. Donc un business analyst qui souhaite devenir architecte va devoir passer par la pyramide, comme tout le monde. Donc ça veut dire qu'il va devoir passer par les 4 certifications qui vont lui permettre de devenir application architect. Et il va devoir passer par les 4 certifications qui vont lui permettre de devenir système architecte. La partie la plus dure pour un business analyst, c'est qu'il faut avoir la plateforme développeur 1. Donc c'est la certification qui potentiellement est la plus dure à passer pour ces personnes-là. Il ne faut pas qu'elles se butent là-dessus, sachant que derrière, quand ils vont vraiment préparer la certification technical architect, ce qu'on va attendre d'eux, c'est plus d'avoir des compétences de développeur. Donc on ne va pas attendre de vous d'être capable d'écrire du code comme un senior développeur.
On va plus attendre de vous d'être capable de comprendre ce qui est faisable en code, ce qui est faisable en déclaratif, bien comprendre le data model, bien comprendre les besoins métiers, les besoins clients, et c'est là où généralement les business analysts sont bien meilleurs que les développeurs. C'est qu'ils ont une approche beaucoup plus fonctionnelle des problèmes qu'un développeur qui va très vite arriver à je vais proposer une solution technique alors qu'en fait il n'a pas encore compris à 100% le besoin fonctionnel. Donc clairement, un business analyst a tout intérêt à aller vers la certification architecte car 70% aujourd'hui des CTA sont de mémoire des business analysts de formation et pas du tout des développeurs. Alors du coup, je vais te questionner un petit peu plus, un peu plus. Donc, imaginons aujourd'hui, donc là, j'ai présenté le parcours classique, on va dire, d'un développeur. Mais si demain c'est un business analyst ou un consultant qui décide donc qui vise ce poste d'architecte, quel serait son chemin? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour arriver en fait à ce poste d'architecte? Alors, à la question, est-ce qu'il y a des prérequis pour devenir architecte? Donc, comme on l'a dit, il faut passer par 4 certifs pour devenir application architecte, 4 certifs pour devenir système architecte. La bonne nouvelle, c'est que parmi ces 8 certifs, il y en a une qui est commune, c'est la plateforme développeur 1. Et donc, comme je l'expliquais un petit peu avant, la grosse difficulté pour les admins, c'est de passer cette certification. Après, vous pouvez vous faire aider par des devs. On ne vous demande pas d'être des spécialistes du code. La développeur 1 est vraiment accessible pour la plupart des personnes. Ça demande un peu plus d'effort pour un analyste, pour un business analyst ou un admin, mais elle est vraiment faisable et elle va vous permettre de mieux comprendre comment résonnent les développeurs avec qui vous allez devoir travailler. Donc c'est un très très bon exercice intellectuel. Alors, on va avancer aussi parce que sur la partie combien est-ce qu'il gagne un développeur Salesforce, donc ça, ce sont, on va dire, ce que je vois aujourd'hui concrètement par rapport à ce qu'ils me proposent mes clients si on me sollicite pour la recherche de profil. Je le fais de moins en moins parce qu'aujourd'hui, je suis plus sur la conception des formations, d'accompagnement, donc j'ai simplement plus de temps pour le faire. Mais voilà, donc en développeur junior, c'est entre 400 et 450 euros hors taxe par jour. En junior, c'est 0 jusqu'à 2 ans d'expérience. Confirmé, ça peut être moins, hein, je dis globalement, parce que comme il y a une difficulté quand même sur le marché pour trouver le développeur, parfois les entreprises ils disent ok, est-ce qu'il y a au moins 3 mois ou 6 mois d'expérience? Et puis après, ils regardent aussi est-ce que avant la personne qu'est-ce qu'elle a fait avant. Enfin, c'est vraiment pendant l'entretien que les choses passent. Confirmé, c'est entre 500 et 600 euros hors taxe. Senior, c'est 600, 750 euros. Encore hier, on a parlé avec Fabrice. Je lui dis ce que tu en penses. Il m'a confirmé. Donc, est-ce que tu as des commentaires, Fabrice, par rapport à ce slide? Alors, si je dois un petit peu compléter ce slide que Véronique a bien présenté, en fait, les TJ sont plutôt cohérents avec ce qu'on trouve sur le marché, mais j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas vous focaliser sur les TJ. Il faut accepter l'idée que quand vous allez commencer à faire du dev, même si vous avez 5-10 ans d'expérience, si vous n'avez jamais fait de dev, c'est dur de postuler en tant que confirmé ou senior. Donc acceptez que un TJ c'est juste un ordre d'idée, mais que ça n'est pas ça qui doit vraiment être votre référence. Votre référence, ça doit être vraiment, si vous partez sur un poste de freelance, c'est l'intérêt du poste, le plaisir que vous aurez à travailler, donc bien choisir une entreprise dans laquelle vous vous plairez, et au final, le salaire ne devient que secondaire, j'aurais tendance à dire. En ce qui me concerne, j'ai commencé bien plus bas que le TJ que j'avais au préalable le jour où j'ai basculé sur Salesforce, mais aujourd'hui je regrette rien. Je travaille dans des conditions qui me conviennent beaucoup mieux qu'avant, donc au final j'ai largement gagné personnellement, et au niveau salaire je suis encore un petit peu en dessous de ce que j'avais avant, mais je regrette rien du tout. Donc vraiment, j'aurais tendance à dire, il faut pas garder cette grille comme étant une référence ou être un faire-valoir de ce que vous voulez, mais plutôt un aperçu de ce que vous pouvez espérer avoir dans quelques années. Mmh. Donc là, je te laisse vraiment la présentation sur la partie, en tout cas, comment décrocher le premier job développeur Salesforce. Alors, j'ai mis juste, grosso modo, plusieurs choses qu'il faut avoir quand même, c'est la formation, et on peut se former soit seul, soit se former dans les centres de formation, soit se former avec l'aide des coachs. Et
Fabrice, hier, tu m'as partagé l'histoire justement de ton élève est-ce que tu peux repartager, s'il te plaît, parce que moi, ça m'a vraiment inspiré. Voilà. Donc avant que je parle de mon élève, j'ai un peu reprendre ce qui est dit. Donc en fait, peut-on trouver un travail sans expérience? Oui, c'est pas évident, mais c'est faisable. J'aurais tendance à dire que le plus simple à ce moment-là, ça va être de bosser sur des trailheads, de vous auto-former, et à ce moment-là, plutôt de postuler dans une ESN, donc une société de service, qui sera plus à même de vous aider à démarrer sur Salesforce. Trouver un poste directement dans une entreprise client final, c'est plus compliqué, mais ça reste possible. Pour ce, je vais parler de 2 personnes que j'ai eu le plaisir de coacher. Donc, premièrement, j'ai eu le plaisir de coacher un cuisinier roumain qui vient d'Angleterre, qui il y a 1 an ne connaissait absolument pas Salesforce, n'a jamais fait de dev de sa vie, qui il y a 1 an s'est dit, le dev, il a regardé le marché, il s'est dit, Salesforce ça a l'air d'être de recruter, et a priori ce qu'il cherche le plus c'est des devs. Donc il s'est mis dans la tête de devenir dev, et c'est ce qu'il a fait. Il a bossé par lui-même, il a été accompagné par quelques mentors dont moi, et il a réussi à décrocher au bout d'un peu moins d'1 an un poste en société de service, alors qu'il a 0 expérience sur Salesforce. Il a juste montré qu'il était capable d'apprendre par lui-même en fait. Et deuxièmement, on peut parler d'une deuxième personne que j'ai le plaisir de coacher un petit peu, qui elle est une maman, mais qui s'est dit qu'au bout de quelques années sans travailler, elle a envie de trouver aussi un travail, et qui s'est mis dans le challenge de devenir développeur en 3 mois et passer sa certification plateforme développeur 1 en 3 mois. Donc elle a réussi ce challenge. Et là, elle est un peu plus épaulée, c'est que étant une femme, aujourd'hui, l'écosystème Salesforce cherche de plus en plus de développeurs, mais de plus en plus de développeurs féminines. On cherche à tirer le système vers le haut pour les femmes, et je trouve ça génial. Donc voilà, donc 2 expériences qui montrent que oui, c'est possible, il faut s'accrocher, mais c'est possible. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un petit peu moins d'offres, enfin, il y a moins d'offres pour les admins. Et c'est ce qui est bien ce que tu as dit. Si vous venez dans une entreprise et vous dites, j'ai commencé à apprendre développeur Salesforce ou j'ai envie de travailler en tant que développeur Salesforce, c'est qu'il y a plus de chances d'obtenir un job plutôt que dire, je suis admin, je cherche un poste d'admin. Parce que même si on analyse les offres d'emploi, on va voir, même pour les postes d'admin, ils demandent quand même à faire du développement. Et de plus en plus en plus. Donc, maintenant, sur la partie carrière, moi, par mon expérience, parce qu'on me sollicite beaucoup sur LinkedIn avec des questions. Comment est-ce que je peux trouver un travail ou est-ce que vous pouvez donner des conseils pour trouver un travail et j'en reçois beaucoup et ensuite je reçois aussi les CV et en fait ce que j'ai identifié qu'il y a toujours les mêmes choses et qui revient autant des personnes qui me sollicitent autant mes élèves qui j'ai accompagnés sur la partie plus admin. Il y a les problèmes souvent sur les CV. Les lettres de motivation, j'ai pas vu toutes, mais j'ai mis quand même lettres de motivation. Mais sur les CV, il y a souvent les problèmes. Alors les problèmes, ça peut être des fautes d'orthographe, ça peut être les photos qui sont trop étirées, la présentation qui est pas du tout adaptée à ce métier-là, où la personne met vraiment tout et on n'arrive pas à s'accrocher tellement il y a des choses sur son CV. Et en fait, le problème que la personne, elle n'a pas conscience de ce problème. Elle va continuer à postuler, même si elle a fait la formation, elle va continuer à postuler, elle va continuer à avoir de refus. Et en fait, c'est très compliqué pour elle de se rendre compte et malheureusement, c'est super bloquant. Ensuite, il y a les mots-clés aussi qui ne sont pas souvent mis en avant sur les CV. L'adaptation aux besoins des entreprises, c'est vrai que c'est du travail, adapter son CV ou sa petite présentation, mais aujourd'hui c'est la personnalisation qui marche de plus. Donc et c'est toujours la même chose en fait, c'est toujours les mêmes problématiques, j'ai envie de dire. Et ensuite il y a la visibilité web. Aussi beaucoup de gens ne sont pas conscients à quel point la visibilité web impacte notre recherche d'emploi et impacte, moi c'est les clients ou des missions freelance. C'est quoi en fait la visibilité web? C'est tout ce qui est vos posts sur LinkedIn, votre réseau sur LinkedIn par exemple. Je parle ici du networking, la participation de toutes les communautés, dans les groupes. Il y a même le blogging. Et je me rappelle, mes élèves me disaient oui, mais
qu'est-ce que je vais poster sur LinkedIn? Je viens juste d'apprendre, je viens juste de commencer à apprendre. Mais en fait, ce que tu es en train d'apprendre, justement. J'ai commencé à apprendre, par exemple, comment devenir développeur Salesforce. Et il faut partager cette expérience sur LinkedIn. Et plus vous allez partager, plus de monde va voir et plus vous allez avoir de chances pour trouver votre job. Ensuite, il y a un autre problème sur la stratégie de recherche, ce que ça, ça revient souvent que la personne ne sait pas ce qu'elle veut. C'est-à-dire, par exemple, elle a travaillé comme chef de projet en product owner et d'un coup, elle commence à postuler pour les postes d'administrateur Salesforce. Et elle a passé certification admin et en fait, dans sa tête, elle est devenue admin alors que tout son parcours était product owner, chef de projet. Et quand on commence à discuter avec cette personne, elle dit oui, mais en fait, c'est pas ça ce que je veux. Et en fait, j'ai même pas envie de travailler en tant qu'admin. Et en fait, ça, c'est super bloquant parce que, en fin de compte, la personne va saboter elle-même ses propres entretiens. Elle va pas dire ce qu'il faut pendant l'entretien. Et, euh, et du coup, ça passera pas. C'est pareil par rapport au ciblage aussi des entreprises. Combien de fois on m'a dit oui, je mets un petit peu tout, je mets différents titres. Je suis consultant, développeur, admin. Je mets plusieurs titres. Je fais aussi ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est important d'être précis, plus ou moins quand même dans ce qu'on veut, vers quoi on va. Ça aide, en tout cas l'entreprise, le recruteur en face, j'aime pas parler mettre dans les cases, mais il a besoin, entre guillemets, vous mettre dans une case, dans un poste précis. Et ça, c'est pareil pour développeur ou pour autre poste. Euh, donc, si demain vous allez vous orienter vers développeur, c'est important d'avoir quand même la vision de ce que vous voulez faire avec ces compétences-là. Je ne sais pas si tu as rajouté quelque chose par rapport à ça, Fabrice. Donc en rajout, je reviens un peu à ce que j'ai dit, hein. N'hésitez pas à vraiment vous former par vous-même et à postuler dans les sociétés de services, quitte à les spammer de CV, quitte à taper à toutes les portes des sociétés de services. C'est là où vous avez le plus de chances de trouver une première expérience. Et j'aurais tendance à dire, c'est là où vous avez le plus de chances de trouver une expérience qui va être vraiment marquante pour vous, car les sociétés de services ont tendance à accompagner leurs consultants juniors au départ. Donc vous mettre dans des équipes où il y a des consultants seniors qui seront là pour vous aider, pour vous apprendre les bases, pour vous réexpliquer ce que vous comprenez pas. Donc vraiment, si j'avais un conseil, c'est vraiment, n'hésitez pas à postuler en société de service, même si vous n'avez pas d'expérience, montrez que vous avez envie d'apprendre. Oui, je confirme que c'est quelque chose qui, pas tout le monde le fait. Alors c'est assez simple pour trouver les intégrateurs. Il suffit, là je fais la recherche sur Google, je tapais intégrateur Salesforce et on tombe sur ce site web où on trouve tous les intégrateurs. Quand on clique sur plus d'infos, ici en fait on a un numéro de téléphone, à l'email, hein, donc vous pouvez envoyer directement votre CV en fait comme ça ou même appeler. Les gens aujourd'hui, ils ont peur d'appeler. Enfin, je pense qu'il faut le faire. Il faut prendre le numéro, il faut prendre le téléphone et dire, écoutez, j'ai fait ma formation. Est-ce que je pourrais discuter avec tel, avec un directeur ou un responsable. Et puis parce que il faut être un peu plus proactive dans la recherche parce qu'aujourd'hui, juste postuler ne suffit plus malheureusement. Donc voilà, ça c'est tous les intégrateurs, c'est intégrateur-salesforce.com. Alors, je reviens sur ma présentation. Donc, si on revient sur les certifications, est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus aussi, Fabrice, de toutes les certifications pour les développeurs et la certification de App Builder, qu'est-ce qui va après quoi? Quels sont les prérequis pour ces certifications? Donc concernant les développeurs, clairement la première certification qu'on va vous demander de passer, c'est la plateforme développeur 1. Mais même si vous êtes développeur, j'aurais tendance à vous conseiller vivement de passer l'App Builder à minima ou voir l'administrateur, parce que ça va vous obliger à avoir une vision
non-développement de la plateforme Salesforce et c'est capital de comprendre comment fonctionne Salesforce en dehors du dev. C'est un bon développeur, c'est pas quelqu'un qui fait que du code, c'est quelqu'un qui maîtrise à la fois le code et toute la partie déclarative de Salesforce et on a vite tendance à le négliger. Ensuite, dans le pass développeur, vous avez vraiment plein d'options après. Donc, vous pouvez prendre l'option plateforme développeur 2 qui est plus orientée personnes qui veulent devenir senior développeurs, donc vraiment des gens hyper à l'aise en développement. L'option B, c'est vous pouvez passer la certification JavaScript qui est plutôt orientée Lightning Web Component, mais qui s'adressera encore plus à des gens qui veulent s'orienter vers Heroku ou manipulation de l'outil SFDX de Salesforce et customisation. Et ensuite, j'aurais tendance à dire, pour un développeur, négligez pas les certifications architectes, que vous ayez envie de devenir CTO ou non. Elles sont super intéressantes, elles vous obligent à vous poser les bonnes questions sur la plateforme Salesforce, sur ce qu'il faut comprendre dedans, sur les limites, sur les choses à faire et ne pas faire. Donc voilà, clairement, un développeur va choisir plutôt le pass développeur, voire architecte, mais ne négligez pas les autres passes éventuellement si ça vous intéresse. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Est-ce que pour les entreprises, les certifications sont toujours aussi importantes qu'avant, ou est-ce qu'il y a quand même la prise de conscience que la certification, c'est pas forcément la preuve de compétences? Quel est ton avis? En ce qui concerne les certifications au niveau entreprise, il y a deux types d'entreprises. Si vous travaillez pour un intégrateur, clairement, ils vont vous pousser à avoir le maximum de certifications parce qu'ils en ont besoin au sein de l'écosystème Salesforce pour faire valoir de leur visibilité. Au sein d'un client, j'aurais tendance à dire que le nombre de certifications est moins probant puisque c'est pas ça que le client va attendre de vous. Il va attendre plus de vous une certaine expérience. Et certains très très bons consultants n'ont que 2 ou 3 certifications et malgré tout sont extrêmement performants. Donc l'avantage d'une certification, c'est clairement de valider un acquis, c'est pas de dire je l'ai passé, regardez, je suis le meilleur, c'est la validation d'un acquis. Donc si vous avez besoin de travailler énormément votre certification, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à la passer. Oui, parce qu'on commence à se poser la question, comment est-ce qu'elle a eu? Est-ce qu'il y a vraiment l'expérience derrière? Est-ce qu'il y a vraiment la compréhension des sujets, etc. Ok, donc on va s'arrêter sur la partie encore plus de métier de développeur Salesforce, mais aussi de l'impact en fait de l'impact sur le métier, enfin, que ça peut apporter en fait dans le quotidien d'un admin ou consultant, la connaissance dev. J'ai mis 3 points encore une fois, un petit rappel sur les personnes, qui sont les personnes aujourd'hui qui apprennent du dev. Alors, soit ce que tu as dit, comme dans l'exemple du cuisinier, c'est la personne qui n'a jamais développé de la vie, soit c'est une personne qui a un background développeur et qui va grandir, aller vers un développement Salesforce, ou bien il n'y a pas l'envie en fait de devenir développeur pur, ce que je dis, mais vous avez besoin de connaissances dev pour renforcer votre profil. Est-ce que tu pourrais commenter, s'il te plaît, Fabrice, ces 3 points, s'il te plaît? Donc sur ce slide, en fait, on vous met vraiment typiquement les 3 types de développeurs que vous allez rencontrer quand vous travaillez sur Salesforce. Vous allez avoir des développeurs d'anciens développeurs comme moi qui ont fait beaucoup d'années de développement sur d'autres langages et qui sont lancés dans Salesforce parce qu'ils ont trouvé que la plateforme était super intéressante. Mais je pense que c'est pas ces personnes-là qui vont être concernées par ce webinaire. Donc pour ceux qui n'ont jamais développé de leur vie, clairement Salesforce c'est une super opportunité parce que le développement dans Salesforce utilise un langage relativement simple, beaucoup plus simple que la plupart des langages objets qu'on a aujourd'hui. Mais qui dit simple ne veut pas dire qu'on peut rien faire avec. C'est un langage qui est assez puissant, qui est assez performant, mais qui a le mérite d'être simplifié pour certaines tâches. Ce qui veut dire qu'il va vous ôter la difficulté d'écriture de certaines parties. Donc en fait, ça le rend vraiment beaucoup plus facile d'accès, je dirais, pour des non-développeurs. Après, le troisième point, même pour des personnes qui sont admin, avoir un minimum d'expérience en développement, c'est toujours bon à avoir. De deux choses une, soit le jour où vous avez besoin de développer, vous êtes suffisamment à l'aise et vous allez vous-même développer la petite fonction dont vous avez besoin. Soit vous savez pas développer, mais à minima vous savez ce qui est faisable en développement et vous pourrez demander à un développeur dans votre équipe de faire ce développement
parce que vous savez que ça sera plus efficace ou plus robuste si c'est fait en dev et pas en déclaratif. Donc que vous ayez envie de devenir vraiment un développeur pur et dur, ou que vous ayez juste envie d'avoir des compétences de dev en vous disant ça va me permettre d'avancer dans ma carrière, je vois qu'une seule chose à dire, c'est foncer. Et n'ayez pas peur, il y aura toujours des consultants seniors en dev qui seront un plaisir de vous aider à progresser, à vous montrer comment faire, ou carrément qui vous feront le code quand vraiment vous en sortez plus. Voilà ce que je pourrais dire sur ce slide. Oui, ce que je voulais rajouter aussi que aujourd'hui, si l'entreprise va recevoir un CV d'un admin ou d'un business analyst qui va parler de en tant que business analyst avec un parcours pur de business analyst et un CV d'un business analyst avec des compétences de développeur, c'est sûr que l'entreprise va privilégier le deuxième. Et à l'inverse aussi, je discutais avec un directeur d'une entreprise d'intégration, ce qui m'a dit aussi un développeur qui comprend le business analyst, qui a en fait les logiques de métier, qui comprend comment ça fonctionne business, il a aussi plus de chances d'avoir un job. Donc un petit peu ça va dans les deux sens, on va dire. C'est pas parce que les entreprises ont envie d'avoir tout en même personne, mais aujourd'hui le marché est comme ça, où on va dire, à s'aligner aux besoins du marché. Et, euh, et c'est sûr qu'il y a les préférences vers les profils business analyst, connaissance dev ou développeur, connaissance parcours métier, compréhension de business. Alors, on va passer maintenant dans l'explication qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes. Je vais juste avant ajouter une petite chose, que le monde Salesforce, c'est un monde international. Moi, je ne suis pas française d'origine, j'ai des origines russes. À la base, en France, c'était super compliqué aussi, l'insertion professionnelle. Je fais l'école de commerce, je travaille dans le marketing. Et ce qui m'a vraiment réussi à rebondir, c'est vraiment la connaissance Salesforce, l'insertion dans le monde de la tech, informatique. Et au final, en fait, ça s'exporte assez facilement. Moi, j'étais partie après à l'île de Malte, où il y a aussi les sociétés d'intégration de Salesforce, alors que c'est un marché émergent. J'étais en discussion aussi avec des sociétés en Russie. Alors là-bas, ils privilègent plus les développeurs. C'est pas les mêmes salaires forcément, mais ce que je veux dire que ces métiers ils existent un petit peu partout dans le monde. Et à partir du moment, c'est vrai qu'on parle après plusieurs langues, c'est assez facile. Mais même si on n'en parle pas super bien, ça reste facile parce que ce sont pas les métiers, on va nous juger sur les fautes d'orthographe, hein. Enfin, ou en tout cas pas comme, je sais pas, dans le métier comme marketing ou d'autres métiers, parce que ici on va plus, déjà il y a plus de demandes sur le marché. Et comme c'est international, comme il y a beaucoup d'innovation, je pense que globalement, c'est un monde un petit peu plus ouvert d'esprit. C'est en tout cas mon ressenti. J'ai jamais senti dans les équipes IT une différence par rapport à quoi que ce soit. On était toujours les équipes très internationales, des personnes qui viennent un petit peu de partout. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai adoré. Et c'est pour ça que j'adore le monde de la tech. Fabrice, tu as aussi travaillé comme développeur à l'international, n'est-ce pas? Donc voilà, oui, j'ai eu la chance de travailler une bonne partie de ma carrière en tant que consultant à l'étranger, donc à l'international, et je peux que vivement vous conseiller d'avoir cette chance. Pas forcément d'aller travailler à l'étranger, puisque sur Salesforce, ça va se faire de moins en moins à mon sens, ça va être de plus en plus en remote. Mais clairement, avoir la chance de travailler dans des équipes internationales, c'est vraiment une bonne manière d'avancer. Vous allez avoir un choc des cultures, vous allez avoir plusieurs manières d'aborder un même problème, vous allez avoir des fous rires, mais surtout vous allez vraiment apprendre à mieux comprendre les autres en fait, à mieux voir vos propres défauts et à mieux comprendre comment vous pouvez travailler en symbiose avec des gens qui parlent pas votre langue, mais qui paradoxalement parlent le même langage quand vous faites du dev.
Alors, je vais rapidement, vraiment très vite, avant qu'on passe aux questions-réponses, présenter ce qu'on fait aujourd'hui. Alors moi, aujourd'hui, je gère également une communauté, principalement des freelances quand même, Salesforce internationale. Et aujourd'hui, en fait, ce projet de communauté Salesforce, il est devenu un autre projet. Comme j'étais super sollicitée sur les questions de recherche d'emploi aujourd'hui, donc on a décidé de créer tout un parcours d'accompagnement de personnes pour trouver un travail ou changer ou trouver sa voie dans le domaine de la tech. On a décidé de se positionner sur du sur-mesure. Donc, c'est pour ça que je disais c'est complètement différent de tout ce qui est Open Classroom ou FITech, parce que ce sont des parcours qui peuvent aller en parallèle de votre formation. Par exemple, si vous êtes chez Open Classroom, vous êtes en train d'apprendre vraiment comment devenir développeur, mais en parallèle, il vous faut que vous soyez accompagné sur votre recherche d'emploi, sur votre stratégie globale, professionnelle, pour atteindre vos objectifs sur court ou long terme. Donc, en fait, on conçoit les parcours d'accompagnement en fonction de ce que vous voulez atteindre sur court ou long terme. Donc, par exemple, si vous dites je veux devenir un développeur Salesforce, ok, on fait un état des lieux, on analyse quelle est votre situation aujourd'hui. Ça, on le fait. Donc, par exemple, sur la partie de technique, c'est Fabrice qui va intervenir, qui va faire une évaluation technique. Ensuite, il y a un coach carrière qui va intervenir, qui va regarder votre profil LinkedIn, votre CV. À partir de tous ces éléments, je vais venir, c'est moi qui va venir avec un plan d'action personnalisé pour vous. Et ensuite, on crée tout un programme d'accompagnement pour que vous décrochez un job ou pour que vous trouvez vraiment votre voie. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez atteindre comme objectif. Donc, et aujourd'hui, ce que je disais, c'est l'accompagnement à la carte, à votre rythme. On a mis en place plusieurs possibilités de financement. Donc, c'est un parcours qui est éligible à CPF, à l'aide de Pôle emploi. Si vous êtes employé, vous voulez évoluer en interne, par exemple, vous pouvez bénéficier de OPCO. Ou alors, si vous êtes employé d'une entreprise qui a plus de 10 personnes, vous pouvez solliciter votre RH, par exemple dire je suis aujourd'hui admin, j'ai envie de devenir dev. Votre entreprise peut valider votre dossier et vous n'avez pas à payer votre formation. Ou bien on a même réussi à mettre en place, parce qu'on sait que la personne n'a pas de travail ou qu'il y a une période de changement, on se dit on va rendre accessible le parcours, donc la personne va payer que les frais d'inscription qui sont à la hauteur de 300 € et elle ne va rien payer pendant 6 mois parce que c'est la moyenne pour trouver un travail dans la tech ou en tant que développeur. Et c'est après 6 mois qu'il va rembourser les frais de cet accompagnement, parce que j'évite le mot formation parce que on forme pas, on accompagne vers un objectif. Et on est en train de lancer aussi là par contre ça c'est les formations courtes sur différentes thématiques comme personal branding, la visibilité sur LinkedIn et d'autres sujets que vous allez voir petit à petit vont venir sur LinkedIn. Là maintenant on va passer sur les questions-réponses, donc j'arrête de parler. C'est à vous. Alors la question est bonne. Si on m'avait posé la question il y a 3-4 ans, j'aurais dit ça va être extrêmement compliqué pour quelqu'un qui n'a pas un profil dev de se lancer sur du développement, surtout qu'il y a 3-4 ans je connaissais pas Salesforce. Aujourd'hui j'aurais tendance à dire que le marché sur Salesforce est tellement tendu côté demande de développeurs que les entreprises commencent doucement à accepter l'idée que plutôt que chercher la perle rare qui n'existe pas ou qui est déjà en poste, elles acceptent l'idée de prendre des gens motivés qui vont apprendre par eux-mêmes, qui seront accompagnés et surtout elles vont espérer pouvoir capitaliser sur vous, donc elles vont espérer trouver des personnes qui accepteront de rester en interne. Donc mais clairement j'aurais tendance à dire que oui, aujourd'hui, que j'aurais pas cru possible il y a 3-4 ans devient possible aujourd'hui. Alors, c'est une question qui est assez complexe parce que les statuts en tant que freelance sont assez nombreux. De par mon expérience, ça fait 12, 17, 13 ans que que je travaille en tant que freelance. Clairement, j'aurais tendance à dire que le plus simple aujourd'hui, c'est de basculer vers le portage salarial. Autant il y a quelques années, c'était quelque chose qui était assez nouveau, on savait pas trop dans quoi s'embarquer.
Autant aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, être freelance, ça a peu d'intérêt, vaut mieux passer par un portage. Les sociétés de portage commencent à avoir la capacité de s'interfacer directement avec le client final. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien travailler via une société de portage directement pour un client final sans avoir à passer par un intermédiaire. Donc ça a vraiment beaucoup d'avantages. Ça vous simplifie la partie administrative. Et au niveau salaire, vous perdez pas grand-chose et vous gagnez énormément de confort. Donc clairement, si j'avais un conseil à donner, c'est si vous voulez vraiment démarrer en freelance, passez par une société de portage. Alors, la question de l'accompagnement d'un débutant sur un poste Salesforce, c'est une question assez vaste. La première chose qu'on a un petit peu dit, c'est le plus simple, c'est d'essayer de trouver une société de service qui va accepter de vous prendre alors que vous êtes junior et qui va vous mettre dans une équipe et avec qui vous allez apprendre. Ça, c'est l'option la plus simple, mais pas forcément la plus facile à obtenir. Après, les différentes options que vous avez, c'est d'aller chercher un mentorat, donc passer par différents organismes, dont un peu ce que propose Vérolina. C'est d'aller chercher des organismes qui vont vous proposer un accompagnement plus ou moins personnalisé, plus ou moins à la carte, sur la partie coaching, sur la partie ne lâchez rien, sur la partie vous montrer ce qu'il faut faire, pas faire. Voilà un petit peu ce qui va vous permettre d'apprendre et d'être employable en fait. Alors la question, est-ce qu'il faut apprendre le JavaScript en plus de l'Apex? La question est oui et non. La question est oui parce que on va vous demander clairement d'avoir un minimum de connaissances en JavaScript pour faire des Lightning Web Components. Juste maîtriser l'Apex c'est bien, mais ça ne suffira pas dans le futur. Après, apprendre le JavaScript, j'allais dire, c'est non. Sous-entendu, on vous demande pas d'être des spécialistes JavaScript. On vous demande juste d'avoir des compétences en JavaScript. Se former en JavaScript est extrêmement compliqué, contrairement à ce que beaucoup de développeurs croient. Le JavaScript, c'est un des langages les plus compliqués à mon sens, parce qu'il paraît extrêmement simple, alors qu'en fait, il est extrêmement compliqué. Donc la réponse est oui, il faut l'apprendre, mais vous focalisez pas dessus en vous disant j'y arrive pas. Il faut avoir des notions en JavaScript, on vous en aura pas beaucoup plus. Pour trouver son premier job, il n'y a pas 36 options. La première chose, je vais être honnête, c'est ne trichez pas sur votre CV. Donc, mettez où vous en êtes réellement sur LinkedIn. Essayez de mettre en avant votre motivation plutôt que des expériences que vous n'avez pas. Faites du réseautage. Donc, le réseautage, c'est se connecter avec des personnes qui sont assez motrices. Allez sur les groupes. Il y a beaucoup de groupes d'entraide sur Salesforce. Beaucoup de groupes régionaux notamment. Donc en ce moment c'est très orienté webinar, donc profitez-en, c'est très facile de se connecter dessus de manière complètement anonyme. Si vous avez peur, vous êtes un peu timide. Rendez-vous visible sur ces réseaux-là. Quand on pourra le reprendre en présentiel, n'hésitez pas à aller en présentiel, discuter avec les gens, faites-vous connaître. La deuxième chose que je dirais, c'est n'hésitez pas à postuler dans toutes les sociétés de services qui recrutent. Même si vous allez vous prendre des noms, il y aura forcément des managers intelligents qui vont se dire bah celui-là il a la motivation, il a envie. Peut-être que vous décrocherez pas un poste immédiatement, mais peut-être qu'on vous proposera un coaching, peut-être qu'on vous proposera des idées, de rencontrer des gens. Donc la meilleure façon d'avancer, c'est clairement rencontrer des gens, que ce soit virtuellement ou en présentiel. C'est postuler en société de service. La dernière chose que j'aurais tendance à dire, c'est n'espérez pas trouver un poste chez un client final. Ou sinon, il faut vraiment avoir un coup de chance, quoi. Après, ça ne veut pas dire que les clients finaux ne sont pas intéressés par des développeurs juniors, ça peut les intéresser, mais c'est plus dur d'obtenir un poste. Voilà ce que je pourrais dire.